maintenant, on va avoir la vision de quelqu'un qui a une expérience importante dans plusieurs grandes entreprises. Je te laisserai dire ce que tu as le droit de dire ou pas des postes. Je peux dire le poste dans lequel tu es aujourd'hui, puisque là, tu m'as autorisé à le dire. Tu t'occupes de la protection des données chez Essilor. Et tu as aussi un blog qui s'appelle La Loi des parties, que je conseille à tout le monde parce qu'il est vraiment très très intéressant sur les aspects contractuels comme son nom l'indique, mais pas que. Voilà, donc sans plus attendre, je te passe la parole et je vais basculer sur ta présentation. Merci. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce colloque pour venir parler d'un de mes sujets de prédilection. La data et plus particulièrement sa capitalisation et sa patrimonialisation. Vous allez voir que tu as réalisé ici une formidable introduction aux propos qui vont être les miens, parce qu'on va voir que finalement, ce qui préoccupe les grandes entreprises, c'est la même chose que les petites, hein. C'est-à-dire c'est d'une certaine manière prendre le contrôle, ou en tout cas reprendre le contrôle sur les données. Alors, prendre le contrôle ou reprendre le contrôle sur les données, c'est un véritable défi, et c'est un défi qui est un défi à la fois économique, parce que il faut capitaliser sur la donnée, et tu l'as très bien dit, tu as utilisé le terme, ils ont investi dans mon entreprise. Alors, on ne sait pas bien s'ils ont investi dans la donnée elle-même ou dans le capital, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils y ont vu une opportunité. Cette opportunité, elle doit avoir une traduction juridique, et c'est le deuxième défi en fait qui va nous animer, parce qu'on va voir que par la nature même de ce qu'est la data, elle pose aux juristes et donc aux grandes organisations une question de fond, c'est comment peut-on patrimonialiser la donnée? Alors, on va essayer de le voir au travers des expériences qui ont été les miennes. Et mon propos, il est, effectivement, tu as cité, je viens d'arriver chez Essilor, donc je serais très, très à mal de vous raconter comment les choses se passent. Néanmoins, au travers des différentes expériences que j'ai pu avoir par le passé, voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors, on va commencer par quelques chiffres. En 2010, d'accord, dans le monde, il y avait 2 États-octets de données digitales. Si tu peux. En 2010, dans le monde, 2 États-octets de données digitales, soit l'équivalent de 2 milliards de téraoctets. En 2015, ce chiffre avait été multiplié par 6. Entre 2020 et 2025, le volume mondial sera multiplié encore par 3,7, puis par 3,5 tous les 5 ans jusqu'en 2035 pour atteindre 2142 États-octets. Je vous ai largué. Et ouais, je vous ai largué parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au-delà de ce qui est perceptible en termes d'échelle de valeur. Je vous ai ici mis sur... Alors, je ne sais pas si c'est très visible. Avec ton filtre de confidentialité, je ne vois pas ton écran. Je ne sais pas sur quel slide tu es. Voilà. Je vous ai mis ici les conversions simplement pour vous donner une idée. On ne va pas les passer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais le message que je veux vous faire passer ici, c'est que c'est incommensurable. Le volume de data est un volume pléthorique au point que certains d'entre nous et certains de grands patrons, y compris aujourd'hui commissaires européens, parlent du déluge de data, du déluge de données. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tsunami sur les données. Donc comment organiser la patrimonialisation d'un déluge? Comment organiser la patrimonialisation d'un tsunami? Comment prendre le contrôle sur quelque chose qui nous emmène, sur lequel il va nous falloir surfer comme le surfeur surfe sur la vague, comme vous surfez sur Internet? Il faut prendre le contrôle des données. Alors, la première question qui me vient, parce que je reste avant tout juriste, et ici on parle de droit dans cette association, c'est n'existe pas d'abord une antinomie à parler de patrimonialisation de la data. Le patrimoine, j'espère que vous en avez parlé ce matin probablement. Qu'est-ce que le patrimoine? Il se définit comme l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, physique ou morale, envisagé comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Alors, il renvoie à la notion de personne,
et de capacité probablement juridique. Il renvoie à la notion de personne face à, aujourd'hui, ce qu'on qualifie la multitude. Cette multitude, en fait, cette profusion et cette multitude qui vient, comme tu l'as très bien illustré, à travers tous les capteurs de la peau. Une personne génère des milliers de données, des millions de données. Il renvoie aussi à la notion de propriété, d'usus, fructus, abusus. Mais comment, entre guillemets, devenir propriétaire, comment user, on voit à peu près comment user. Par contre, comment tirer les fruits, on voit déjà parmi l'illustration qui nous a été donnée que c'est compliqué. On est obligé de se mettre d'accord et d'investir et de capitaliser. Quant à l'abusus, la question reste posée. Il renvoie également, le patrimoine renvoie à la notion de possession. Peut-on dire vraiment que nous sommes en possession de nos données quand ces dernières sont stockées aux États-Unis, dans des data centers? Peut-on vraiment dire que nous possédons nos données quand celles-ci sont ajoutées à d'autres données pour créer des applications? Enfin, il renvoie aussi à la notion de valeur, d'actif et de passif, qui s'inscrit dans un certain temps, dans une certaine temporalité, dans une certaine durabilité. Et on va voir que la donnée a une durée de vie très courte. Elle s'inscrit dans une collecte immédiate et une durée de vie de validité très courte. Et enfin, il renvoie à la notion de gage et de sûreté. Un patrimoine peut être mis en gage en vertu d'une acquisition future. Mais comment est-ce possible lorsque cette donnée si fluide, si évanescente, cette donnée peut-elle faire l'objet d'un gage? Alors, quant à la donnée, elle, en contradiction, la donnée sert de point d'appui pour une démonstration. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que je suis en bonne santé ou en mauvaise santé? Est-ce que je peux reprendre la course ou pas? La donnée est une représentation conventionnelle aussi d'une information en vue de son traitement informatisé. Cette donnée-là, elle doit aller dans telle base. Cette donnée-là doit alimenter tel système d'information pour être compatible avec ce dernier. Dans un problème de mathématiques, la donnée, c'est l'hypothèse qui figure dans un énoncé également. Et puis, la donnée, c'est le résultat des observations, des expériences qui ont été faites délibérément ou à l'occasion d'autres tâches et qui a été soumis à des méthodes statistiques. C'est exactement le point de savoir si vous pouvez reprendre, oui ou non, en fonction d'éléments de comparaison, le sport après une période de vacances de plusieurs mois. Pourquoi? Parce que tout ceci fonctionne au travers d'étalons de comparaison qui nous permettent de dire, à travers la modélisation de quelqu'un qui est en forme pour faire de la course, si vous rentrez dans le cadre de cette modélisation ou pas. Je me trompe ou pas? Et enfin, on ne peut pas parler de données sans parler de big data. Et le big data, ça désigne à la fois les données elles-mêmes, c'est-à-dire tous ces renseignements collectés numériquement, mais aussi l'ensemble des technologies et infrastructures et les services qui vont autour, qui permettent la collecte, le stockage, l'analyse, etc. Donc on voit bien ici que le tout se confond, le tout est big data. Pas de données sans infrastructure, pas d'infrastructure, ou en tout cas des infrastructures pauvres en gestion et en information quand elles sont dépourvues de données. Donc on voit bien ici le challenge de patrimonialiser. Comment est-ce que je peux patrimonialiser quand je ne suis pas propriétaire de mes serveurs, quand mes données sont dans le cloud, etc., etc., y compris lorsque ce cloud est dans d'autres États dont la souveraineté, entre guillemets, ou dont les actions de souveraineté peuvent mettre à mal votre industrie. Alors, l'économie est une économie, nous sommes rentrés avec la data, et tu l'as très bien illustré, dans une économie de données immédiates, agrégées, circulantes. La question est de savoir qui en est réellement le titulaire, qui est responsable de son intégrité, responsable de sa computation. Quelle est la valeur possible si la valeur réelle résulte d'un croisement, comme tu l'as très bien illustré tout à l'heure? Qui est titulaire, qui est propriétaire de ce croisement au final? Car la donnée est un élément qui s'enrichit. Elle s'enrichit au travers d'autres données. Croisée avec d'autres données, elle va permettre, entre guillemets, le développement de la voiture confortable. Et au départ, nous sommes bien sur une donnée qui relève d'une donnée de santé, ou en tout cas d'une donnée de bien-être. Et demain, on va la retrouver dans la voiture. Donc, ce système addictif pose la question, ce système agrégatif, pose la question de la valeur de la donnée, la valeur de l'information, mais aussi la question de sa véracité et de son exhaustivité. Alors, il faut comprendre que la data, les données,
sont en fait le carburant de fonctionnalités qui sont désormais prédictives. Et lorsque nous avons tout à l'heure évoqué le point de savoir si cette personne pouvait oui ou non reprendre le sport, on est bien dans quelque chose qui relève du prédictif. C'est-à-dire que c'est l'agent économique, c'est ta plateforme, ton appli, qui a décidé ou non si cette personne pouvait ou non reprendre. Libre à elle après de le faire ou non. Mais on voit ici se profiler en fait une fonctionnalité prédictive qui repose sur la data, d'accord, dont entre guillemets on peut tirer certaines réalités, voire parfois certaines vérités. D'où l'importance pour les secteurs de marché et pour les acteurs économiques de faire sienne, entre guillemets, leur propre data pour pouvoir inscrire les conseils qu'elles donnent dans cette vérité. Alors, peut-on parler, je ne sais pas si vous lisez la presse, on parle des données comme étant le nouvel or noir, le nouveau pétrole. Alors effectivement, peut-on s'approprier le pétrole? Et comment, économiquement, le pétrole fonctionne-t-il? Est-ce que, entre guillemets, cette énergie ou ce produit peut-il servir analogiquement à une analyse juridique qui nous permet de considérer que les datas fonctionneront de la même façon? Exposons d'abord qu'est-ce que ces données ont amené? Qu'est-ce que la révolution numérique a amené? Avant, on parlait de matériel. Donc les matériels, c'est les titres de propriété, c'est les contrats, etc. Aujourd'hui, on parle d'immatériel. On parle de droits sûrs. Avant, nous étions dans l'immobile. Aujourd'hui, nous sommes dans le mobile. Avant, nous étions dans des pages. Nous gérons aujourd'hui des flux. Avant, nous gérions des objets. Maintenant, nous gérons des processus. Avant, nous gérions des écrits par le biais du papier, mais pas seulement, figé, des fax, etc. Aujourd'hui, nous gérons de l'écrit électronique qui est en mode dynamique. Il peut être reproduit à l'envi, expédié à des milliers de différents interlocuteurs. Avant, nous gérions des contenus avec des lecteurs. Aujourd'hui, nous gérons des conversations avec des acteurs qui participent. Avant, nous étions dans une société qui était une société fermée. Aujourd'hui, nous sommes dans une société complètement médiatisée et médiatisée autour d'une interactivité. Donc tout ceci, effectivement, génère, c'est ce qu'on appelle la dataïfication de l'économie, génère tout un tas de données qu'il convient ou non de patrimonialiser, de rendre en tout cas, de faire sienne, de posséder. Alors, pour comprendre comment ça marche, il faut se rappeler ce que disait Pierre Bélanger, qui est en fait le patron de Skyrock, à une conférence qu'il a faite à l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est entre guillemets sur le web, et que je vous invite vivement à regarder, parce qu'elle est très éclairante sur la manière dont fonctionne l'économie aujourd'hui. L'effet réseau reconfigure la société. Les machines informatiques se lient en réseau, les réseaux de machines se lient en réseau, c'est Internet. Les documents se lient en réseau, c'est le web. Les personnes se lient en réseau, ce sont les réseaux sociaux. Et maintenant, les objets se connectent à leur tour. Donc, tout ce petit monde est interconnecté, s'échange de la data. D'accord ? Alors, l'analogie entre pétrole et données date en fait de 2006. D'accord ? C'est un mathématicien d'ailleurs, c'est un mathématicien qui a développé une carte de fidélité dans une grande enseigne aux US, qui le premier parle qui fait le premier l'analogie entre data, big data et pétrole. Pourquoi il fait cette analogie? Parce qu'en fait, il parle d'un raffinage nécessaire avant l'exploitation. C'est-à-dire que la donnée brute n'a pas en elle-même d'intérêt, elle doit être retraitée pour pouvoir être correctement utilisée. C'est-à-dire qu'effectivement, une donnée de captation, un capteur du fait que votre cœur bat un peu plus vite, elle n'a pas d'intérêt en elle-même, cette donnée. Elle n'a d'intérêt que lorsqu'elle est recontextualisée, remise dans un environnement, comparée à d'autres données. Okay ? D'où l'importance en fait, de ce raffinage. Henri Verdier, qui à l'époque était au Conseil national du numérique, nous dit « La donnée, c'est à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que du pétrole. » Pourquoi ? Parce que le pétrole, c'est une ressource naturelle limitée, non renouvelable, dont les réserves sont finies. Utiliser le pétrole le détruit, et avec lui, détruit sa valeur. Il y a une valeur d'usage qui disparaît immédiatement après son utilisation.
on vient de voir à travers ton exemple que non seulement ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que l'utilisation de la data non seulement ne la détruit pas, mais ramène encore plus de valeur, qui permet un nouvel usage qui consiste à maintenant non plus être seulement dans la forme, le quantify yourself, mais dans la voiture connectée pour savoir si je vais pouvoir passer un bon voyage et optimiser ce voyage pour me sentir bien. Donc les données, la différence entre les données et le pétrole, c'est que les données, elles ne sont pas toujours utilisées. Collectées, beaucoup, utilisées, peu. Et probablement peu par rapport aujourd'hui à la collection qui en est faite. Elles ne s'usent pas quand on les exploite, et même au contraire, elles s'enrichissent comme on vient de le voir. Elles peuvent même trouver d'autres utilités et gagner en valeur en fonction du contexte. Elles ne sont pas naturelles, mais produites par des dispositifs techniques qui tracent la réalité. Donc la donnée en elle-même n'a d'existence que parce qu'entre guillemets, il y a derrière l'ingénieur et le dispositif technique. Ce n'est pas une ressource naturelle. D'accord ? Alors, quand je dis qu'elles tracent la réalité, elles sont aussi créatrices d'une certaine réalité. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que les grandes organisations, comme les petites d'ailleurs, et comme nous-mêmes, ce que nous avons à faire, c'est gérer l'incertitude. Gérer l'incertitude des acteurs économiques pour pouvoir investir, pour pouvoir se rassurer, pour savoir tout simplement où on va. Vous connaissez tous les fameux business plans, les fameux PNL, etc. etc. Pourquoi tous ces documents existent, tous les éléments de budget, tous ces éléments existent pour gérer de la visibilité et calibrer l'incertitude. Et ce que dit Meyer-Schönberg, dont je vous invite aussi à la lecture, qui est un ouvrage de référence sur le big data, il nous dit « Durant la plus grande partie de notre histoire humaine, nous n'avons travaillé qu'avec une petite quantité de data parce que nous ne disposions que d'outils limités pour les collecter, les organiser, les stocker et les analyser. Nous avons fait le tri des informations sur lesquelles s'appuyer pour n'en garder que le strict minimum et en faciliter l'examen. » Ce qu'il dit ici, c'est qu'en fait, avant, on vivait qu'avec un petit nombre de data. On interprétait le monde avec un petit nombre de data. Donc cette interprétation, elle était petite, non suffisante. Aujourd'hui, nous avons basculé dans l'inverse. Okay ? Et puis enfin, création, j'ai parlé tout à l'heure de création de réalité, voire d'accroissement de réalité. On parle aujourd'hui de réalité augmentée. Certains même parlent, et j'en fais partie, de juristes augmentés. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, et là encore, retour à Pierre Bélanger, sur l'Internet, l'abstraction façonne la réalité, nous dit-il. L'abstraction façonne la réalité. La data façonne la réalité. Votre commerce n'est pas répertorié dans le comparateur de prix ou le moteur de recherche. Il fait faillite, il disparaît. Le comparateur, comme le moteur, devient l'intermédiaire entre l'offre et la donnée. Donc, entre l'offre et la demande. Ce qui se passe ici, c'est que si vous ne vous mettez pas en data, entre guillemets, d'autres le feront pour vous. D'où l'importance de capitaliser, d'où l'importance de se demander comment puis-je inscrire ceci dans mon patrimoine durablement. Alors, faut-il parler d'un datrimoine ? Parce que la notion de patrimoine, on l'a vu, on s'en accommode assez peu finalement. En tout cas, on sent que la donnée ne rentre pas dans ce cadre-là. On n'est pas à l'aise et on va voir pourquoi. On va détailler pourquoi. Alors, j'ai parlé de vrai challenge pour les juristes, mais ce n'est pas seulement un vrai challenge pour les juristes, c'est un vrai challenge pour nos économies ici, parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la data modifie la perception des objets et des personnes. En fait, les objets sont connectés en intelligence. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une table intelligente, une table avec des données, sera toujours plus intelligente qu'une table toute seule. Une voiture qui permet de gérer le bien-être du trajet est toujours plus intelligente qu'une voiture qui ne fait que vous conduire à bon port. Même si on ne modifie pas la fonction d'utilité première de l'objet, la voiture, la table, etc., on en modifie la pertinence de la relation avec l'environnement déterminé. Donc l'élément de contextualisation, d'accord, fait qu'on en tire une substantifique richesse. D'accord ? Et donc, on en augmente la valeur d'usage, et donc on en augmente la valeur tout court, parce que ça permet de venir greffer ici tout un tas de services connexes. De même, les data modifient la perception des personnes entre elles.
finalement, et je vous interroge, vous qui êtes utilisateur de Facebook, de Twitter, est-ce que nous, finalement, lorsque nous créons nos sites, nos blogs, est-ce que finalement, et que nous en faisons la promotion autour de nos contacts, autour de nos relations, est-ce que nous ne nous inscrivons pas dans une monétisation de nos amitiés, une monétisation de nos sentiments, tout simplement pour améliorer, à tout le moins sur le réseau, notre situation ou notre réputation? Alors, on a dit tout à l'heure, pas de patrimoine sans propriété. Pas de patrimoine sans propriété pour une reprise de contrôle par la propriété. Mais est-ce que cet élément est pertinent? Là encore, si je m'en tiens à l'article 544 du Code civil, que vous avez très probablement cité ce matin et étudié, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Avec la définition que nous venons de voir et avec les caractéristiques propres aux données et à la data, est-ce tout simplement concevable? Peut-on se dire que nous sommes en capacité juridique ou simplement humaine, psychique, de nous dire que nous pouvons disposer des choses et des données de la manière la plus absolue? Je ne pense pas. Je ne pense pas d'ailleurs, et d'où le balancier sur le fait que on n'en fait pas du coup un usage prohibé par les lois ou pour les règlements, on en fait un usage tout court. Et il s'impose aux lois et aux règlements. Autre point sur l'accession, parce qu'on est quand même là aussi pour faire un peu de droit, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Donc, à bien lire cette définition, cela voudrait dire que finalement, toutes les données agrégées sont le propriétaire de celui qui a initialement, qui est issu, dont est tirée la donnée. Donc dans ce cas-là, le business de Jean-Bernard Fabre est impossible. Est impossible, puisque tout simplement les données appartiennent aux coureurs ou aux sportifs. Et si elles appartiennent aux sportifs, eh bien, il ne peut plus rien développer autour de ça. D'accord? Puisque, à la différence d'une économie de sous-traitance que nous connaissions, où finalement nous faisions vivre des écosystèmes en leur confiant des marchés subséquents, là aujourd'hui c'est l'inverse qui se passe. On est dans une économie non plus de sous-traitance, mais de surtraitance. J'ajoute au traitement un nouveau traitement pour valoriser le traitement initial et valoriser le second traitement. Et comme on est sur quelque chose d'exponentiel, comme je l'ai cité tout à l'heure, eh bien c'est comme ça que la valeur s'ajoute. Alors, donc la data modifie la valeur, j'ai presque fini. La data modifie la valeur, elle s'apprécie dans la capacité à capter la donnée, l'analyser, donc on est bien d'accord que ce qu'il y a d'important, et on l'a très bien vu avec l'exemple donné par Jean-Bernard, la donnée, en fait, la capacité à capter la donnée, l'analyser, la croiser avec d'autres données, constitue la richesse. Elle permet de restituer, en fait, un contexte précis qui enrichit, entre guillemets, ce que en tout cas les données, à défaut de parler de patrimoine. Ce qui est très, très important aussi de comprendre, c'est que l'usage l'emporte sur l'objet et sur la donnée elle-même, d'accord, pour l'utilisateur final, qui finalement, lui, n'a pas accès à l'information elle-même, au contenu, ni de l'objet, ni de l'appli, ni de la data. Et d'ailleurs, il s'en moque bien. Il s'en moque bien. On n'a qu'à voir d'ailleurs les comportements par rapport aux données personnelles. Quelle propriété est-elle donc possible quand, et je vous pose la question à vous, juristes, pour une réflexion collective qui ne soit pas seulement le fait de juristes et de DPO des très grandes organisations, quelle propriété est possible quand la valeur repose sur des données enrichies de manière permanente, dont la provenance peut être diverse, constituant une information globale dans laquelle réside la valeur? C'est une question de fond. Pour sûr, la confidentialité, le droit des bases de données, les droits d'auteur, les brevets, n'apportent que de faibles réponses aujourd'hui, puisque nous les avons passés au crible, et probablement l'avez-vous aussi fait ce matin. Ils n'apportent que de faibles réponses, ou en tout cas paraissent être des contextes par trop dépassés, emportés par le tsunami, par le déluge de la data. Merci.